Les Mémoires d'un âne, chapitre 6, la course d'âne. Je vivais misérablement à cause de la saison. J'avais choisi pour demeure une forêt où je trouvais à peine ce qu'il fallait pour m'empêcher de mourir de faim et de soif. Quand le froid faisait geler les ruisseaux, je mangeais de la neige. Pour toute nourriture, je broutais des chardons et je couchais sous les sapins. Je comparais ma triste existence avec celle que j'avais menée chez mon maître Georget, et même chez le fermier auquel on m'avait vendu. J'y avais été heureux tant que je ne m'étais pas laissé aller à la paresse, à la méchanceté, à la vengeance. Mais je n'avais aucun moyen de sortir de cet état misérable, car je voulais rester libre et maître de mes actions. J'allais quelquefois aux environs d'un village situé près de la forêt pour savoir ce qui se passait dans le monde. Un jour, c'était au printemps, le beau temps était revenu, je fus surpris de voir un mouvement extraordinaire. Le village avait pris un air de fête. On marchait par bandes, chacun avait ses beaux habits des dimanches, et, ce qui m'étonna plus encore, tous les ânes du pays y étaient rassemblés. Chaque âne avait un maître qui la tenait par la bride. Ils étaient tous peignés, brossés, plusieurs avaient des fleurs sur la tête, autour du cou, et aucun n'avait ni bas ni selle. C'est singulier, pensai-je, il n'y a pourtant pas de foire aujourd'hui. Que peuvent faire ici tous mes camarades nettoyés, pomponnés, et comme ils sont dodus? En achevant ces mots, je me regardais. Je vis mon dos, mon ventre, ma croupe maigre, mal peignée, les poils hérissés, mais je me sentais fort et vigoureux. J'aime mieux, pensais-je, être laid, mais leste et bien portant. Mes camarades, que je vois si beaux, si gras, si bien soignés, ne supporteraient pas la fatigue et les privations que j'ai endurées tout l'hiver. Je m'approchai pour savoir ce que voulait dire cette réunion d'ânes, lorsqu'un des jeunes garçons qui les tenaient m'aperçut et se mit à rire. « Tiens !» s'écria-t-il. « Voyez donc, camarades, le bel âne qui nous arrive. Est-il bien peigné ?»« Et bien soigné et bien nourri !» s'écria un autre. « Vient-il pour la course ?»« Ah, s'il y tient, faudra le laisser courir, dit un troisième. Il n'y a pas de danger qu'il gagne le prix. » Un rire général accueillit ces paroles. J'étais contrarié, mécontent des plaisanteries bêtes de ces garçons. Pourtant, j'appris qu'il s'agissait d'une course. Mais quand devait-elle se faire? C'est ce que je voulais savoir, et je continuai à écouter et à faire semblant de ne rien comprendre de ce qu'ils disaient. « Va-t-on bientôt partir ?» demanda un des jeunes gens. « Je n'en sais rien. On attend le maire. »« Où allez-vous faire courir vos ânes ?» dit une bonne femme qui arrivait. « Dans la grande prairie du moulin, mère Tranchet. »« Combien êtes-vous d'ânes ici présents ?»« Nous sommes 16, sans vous compter, mère Tranchet. » Un nouveau rire accueillit cette plaisanterie. « Tiens, t'es un malin, toi. Et que doit gagner le premier arrivé ? » ?»« D'abord, l'honneur, et puis une montre d'argent. »« Je serais bien aise d'être une bourrique pour gagner la montre. Je n'ai jamais eu de quoi en avoir une. »« Eh bien, si vous aviez amené un bourri, vous auriez couru. La chance. » Et tous de rire de plus belle. « Où veux-tu que je prenne un bourri ? Est-ce que j'ai jamais eu de quoi en nourrir un et de quoi en payer un ?» Cette bonne femme me plaisait. Elle avait l'air bon et gai. J'eus l'idée de lui faire gagner la montre. J'étais bien habitué à courir tous les jours dans la forêt. Je faisais des longues courses pour me réchauffer et j'avais eu jadis la réputation de courir aussi vite et aussi longtemps qu'un cheval. Voyons, me dis-je, essayons. Si je perds, je n'y perdrai rien. Si je gagne, je ferai gagner une montre à la mère Tranchet qui en a une bonne envie. Je partis au petit trot et j'allais me placer à côté du dernier âne. Je pris un air fier et je me mis à braire avec vigueur. Oh là, l'ami, s'écria André. Vas-tu finir ta musique? Décampe, bourri, tu n'as pas de maître, tu es trop mal peigné, tu ne peux pas courir. Je me tus, je n'ai pas de place. Les uns riaient, les autres se fâchaient. On commençait à se quereller lorsque la mère Tranchet s'écria. « S'il n'a pas de maître, il va avoir une maîtresse. Je le reconnais maintenant, c'est Cadichon, l'âne de cette pauvre mamselle Pauline. Ils l'ont chassé quand la petite ne s'est plus trouvée là pour le protéger. Et je crois bien qu'il a vécu tout l'hiver dans la forêt, car personne ne l'a revu depuis. Je le prends donc aujourd'hui à mon service. Il va courir pour moi. » « Tiens, c'est Cadichon !» s'écria de tous côtés. « J'en ai entendu parler de ce fameux Cadichon. »
Mais si vous le faites courir pour vous, maire Tranchet, il faut tout de même déposer une pièce blanche de 50 centimes dans le sac du maire. Qu'à cela ne tienne, mes enfants, voici ma pièce, ajouta-t-elle en dénouant un coin de son mouchoir. Mais faut pas m'en donner d'autres, car j'en ai pas beaucoup. Eh bien, si vous gagnez, vous ne manquerez pas, car tout le village a mis au sac. Il y a plus de 100 francs. J'approchai de la mère Tranchet, et je fis une pirouette, un saut, une ruade d'un air si délibéré que les jeunes garçons commencèrent à craindre de me voir gagner le prix. Écoute, Jeannot, dit André tout bas, tu as eu tort de laisser la mère Tranchet mettre au sac. La voilà maintenant qui a le droit de faire courir Cadichon. Et il m'a l'air alerte et disposé à nous souffler la montre d'argent. Bon, côté Nigaud, tu ne vois donc pas la figure qu'il a, ce pauvre Cadichon. Il va nous faire rire, il n'ira pas loin. Je n'en sais rien. Si je lui présentais de l'avoine pour le faire partir, et les 10 sous de la mère Tranchet donc, eh bien, l'âne parti, on les lui rendrait. Au fait, Cadichon n'est pas plus à elle qu'à moi ou à toi. Va chercher un picotin et tâche de le faire partir sans que la mère Tranchet s'en aperçoive. J'avais tout entendu et tout compris. Aussi, quand André revint avec un picotin d'avoine dans son tablier, au lieu d'aller à lui, je me reprochais de la mère Tranchet qui causait avec des amis. André me suivit. Jeannot me prit par les oreilles et me fit tournoyer la tête, croyant que je ne voyais pas l'avoine. Je ne bougeais pas davantage, malgré l'envie que j'avais d'y goûter. Jeannot commença à me tirer, André à me pousser, et moi je me mis à braire de ma plus belle voix. La mère Tranchet se retourna et vit la manœuvre d'André et de Jeannot. Ce n'est pas bien ce que vous faites là, mes garçons. Puisque vous m'avez fait mettre ma pauvre pièce blanche au sac de course, faut pas m'enlever Cadichon. Vous avez peur de lui, à ce qu'il me semble. Peur d'un sale bourri comme ça? Ah, pour ça non, nous n'avons pas peur. Et pourquoi que vous ne le tiriez pas pour l'emmener? C'était pour lui donner un piquantin. C'est différent. C'est gentil, ça. Versez-lui par terre, qu'il mange à son aise. Et moi qui croyais que vous vouliez lui donner un piquantin de malice. Voyez pourtant comme on se trompe. André et Jeannot étaient honteux et mécontents, mais ils n'osaient pas le faire voir. Leurs camarades riaient de les voir attrapés. La mère Tranchet se frottait les mains et moi, j'étais enchanté. Je mangeais mon avoine avec avidité. Je sentais que je prenais des forces en la mangeant. J'étais content de la mère Tranchet, et quand j'eus tout avalé, je devins impatient de partir. Enfin, il se fit un grand tumulte. Le maire venait de donner l'ordre de placer les ânes. On les rangea tous en ligne. Je me mis modestement le dernier. Quand je parus seul, sans maître, chacun demanda à qui j'étais et à qui j'appartenais. À personne, dit André. À moi, cria la mère Tranchet. Il fallait mettre un sac de course, mère Tranchet. J'y ai mis, monsieur le maire. Bon, inscrivez la mère Tranchet, dit le maire. C'est déjà fait, monsieur le maire, répondit le greffier. C'est bien, reprit le maire. Tout est-il prêt? 1, 2, 3, partez! Les garçons qui tenaient les ânes lâchèrent chacun le sien en lui donnant un grand coup de fouet. Tous partirent. Bien que personne ne m'eût retenu, j'attendis honnêtement mon tour pour me mettre à courir. Tous avaient donc un peu d'avance sur moi, mais ils n'avaient pas fait 100 pas que je les avais rattrapés. Me voici à la tête de la bande, les devançant sans me donner beaucoup de mal. Les garçons criaient, claquaient leurs ânes. Je me retournais de temps en temps pour voir leurs mines effarées, pour contempler mon triomphe et pour rire de leurs efforts. Mes camarades furieux par moi, pauvre inconnu à mine piteuse, redoublèrent d'efforts pour me joindre, pour me devancer et me barrer le passage les uns aux autres. J'entendais derrière moi des cris sauvages, des ruades, des coups de dents. 2 fois je fus atteint, presque dépassé par l'âne de Jeannot. J'aurais dû me servir des mêmes moyens qu'il y avait employés pour devancer ses camarades, mais je dédaignais ces indignes manœuvres. Je vis pourtant qu'il me fallait ne rien négliger pour ne pas être battu. D'un élan vigoureux, je dépassai mon rival. Au moment même, il me saisit par la queue. La douleur manqua à me faire tomber, mais l'honneur de vaincre me donna le courage de m'arracher à sa dent, en y laissant un morceau de ma queue. Le désir de vengeance me donna des ailes. Je courus à une telle vitesse que j'arrivai au but, non seulement le premier, mais laissant au loin derrière moi tous mes rivaux. J'étais haletant, épuisé, mais heureux et triomphant. J'écoutais avec bonheur les applaudissements des milliers de spectateurs qui bordaient la prairie.
Je pris un air vainqueur et je revins fièrement au pas jusqu'à la tribune du maire qui devait donner le prix. La bonne femme Tranchet s'avança vers moi, me caressa et me promit une bonne mesure d'avoine. Elle tendait la main pour recevoir la montre et le sac d'argent que le maire allait lui remettre lorsqu'André et Jeannot accoururent en criant « Arrêtez, monsieur le maire, arrêtez, ce n'est pas juste ça. Personne ne connaît cet âne. Il n'appartient pas plus à la mère Tranchet qu'au premier venu. Cet âne ne compte pas. C'est le mien qui est arrivé le premier avec celui de Jeannot. La montre et le sac doivent être pour nous. » Est-ce que la mère Tranchet n'a pas mis sa pièce au sac de course? Si fait, monsieur le maire, mais quelqu'un s'y est-il opposé quand il y a mis? Non, monsieur le maire, mais est-ce qu'au moment du départ, vous vous y êtes opposé? Non, monsieur le maire, mais l'âne de la mère Tranchet a donc bien réellement gagné, montre et sac. Monsieur le maire, rassemblez le conseil municipal pour juger la question. Vous n'avez pas le droit tout seul. Le maire parut indécis. Quand je vis qu'il hésistait, je saisis d'un mouvement brusque la montre et le sac avec mes dents, et je les déposai dans la main de la mère Tranchet, qui, inquiet, tremblante, attendait la décision du maire. Cette action intelligente mit les rieurs de notre côté et me valut des tonnerres d'applaudissements. Voilà la question tranchée par le vainqueur en faveur de la mère Tranchet, dit le maire en riant. Messieurs du conseil municipal, allons délibérer à table, si j'étais dans mon droit en laissant faire justice par un âne. Mes amis, ajouta-t-il malicieusement en regardant André et Jeannot, je crois que le plus âne de nous n'est pas celui de la mère Tranchet. Bravo, bravo, monsieur le maire, cria-t-on de tous côtés. Et tout le monde rirent, excepté André et Jeannot, qui s'en allèrent en me montrant le poing. Et moi donc, étais-je content? Non, mon orgueil se révoltait. Je trouvais que le maire avait été insolent à mon égard en croyant injurier mes ennemis quand il les avait qualifiés d'ânes. C'était ingrat, c'était lâche. J'avais eu du courage, de la modération, de la patience, de l'esprit, et voilà quelle était ma récompense. Après m'avoir insulté, on m'abandonnait. La mère Tranchet même, dans sa joie d'avoir une montre et 135 francs, oubliait son bienfaiteur, ne pensait plus à sa promesse de me régaler d'une bonne mesure d'avoine, et partait avec la foule sans me donner la récompense que j'avais si bien gagnée.